savez que demain, il y aura différentes conférences. Il y aura des belles tables rondes plénières et également des micro-learning. L'occasion pour nous maintenant peut-être d'accueillir Laurent Galichet, le fondateur de l'agence Tamento, et Gaëlle Bonhomme, la fondatrice de SynUp. Je vous en prie, allez vous installer. Voilà, des micro-learning. Je crois, Laurent Galichet, prenez le micro. C'est 11h15 Oui. pour vous demain, on est d'accord? Oui, c'est ça. Vous représentez Tamento. Un petit mot Oui. pour comprendre ce qu'est Tamento et ce que fait Tamento. Tamento est une agence de web marketing basée à Lyon. Pardon, je ne suis pas de la région, mais je suis venu en train. On fait du web marketing et de ce fait, depuis 2 ans, on fait de l'intelligence artificielle pour nous, pour nos clients. Et donc on accompagne les entreprises en les formant ou en les aidant à mettre en place des solutions autour de l'intelligence artificielle. Donc demain, micro-learning, c'est Oui. à 11h15. Vous nous parlerez évidemment d'IA, d'intelligence artificielle. Dans une petite demi-heure, il y aura une petite surprise aussi ici autour de l'IA, vous le verrez. Vous nous parlerez de gagner du temps grâce aux usages qui sont dès à présent opérationnels. Tout le monde le sait qu'aujourd'hui, ça marche plutôt bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en fait sur l'outil IA ? Alors, je ne veux pas spoiler, venez, ça va être vraiment très bien. L'IA n'est qu'un outil, les IA ne sont que des outils. Donc demain, on va créer quelque chose ensemble, je vais le faire devant vous, avec l'IA, avec des outils, et vous pourrez voir, là on va faire un flyer en l'occurrence, avec à la fois des visuels, des textes, et on va le faire en 10 minutes, parce que c'est 15 minutes, mais le temps que les gens s'installent, on m'a donné que 10 minutes. Donc il va falloir aller très vite et vous verrez le résultat directement. Les précaux que vous faites aujourd'hui, c'est utiliser l'IA parce que c'est finalement un outil, Oui. comme il y a eu un outil qui s'appelait à une époque Excel et on s'en servait et c'était plutôt sympa. Aujourd'hui, faut quasiment le mettre sur ce niveau-là. C'est pas plus que ça. Non, c'est qu'un outil. J'aime l'analogie avec le marteau. C'est un outil. Ouais. On peut essayer de planter un clou avec la main, mais il n'y a rien de mieux qu'un marteau pour faire ça. Alors bien sûr, il y a des sujets éthiques, de réglementation, des choses qui sont à débattre et qui vont se mettre en place. Mais c'est qu'un outil et c'est un super outil. Il faut juste apprendre à s'en servir, mais c'est un bel outil. Effectivement, on en verra une déclinaison tout à l'heure. À vos côtés, c'est Gaëlle Bonhomme. Parlez-nous un petit mot sur SynUp, puisque vous aussi, demain, micro-learning, et ça sera, vous êtes en compétition, je crois, c'est 11-15 aussi, c'est ça ? Non, il y a plusieurs créneaux, donc on n'est pas en compétition, on est en complémentarité. C'est top. SynUp, expliquez-nous, Gaëlle, ce que fait SynUp. Alors, SynUp accompagne des dirigeants qui veulent opérer des transformations profondes. On parle depuis le début de l'intervention de beaucoup de transformations. Moi, je m'intéresse à 2 types de transformations. Les transformations managériales. Il y a beaucoup d'organisations qui font face à des problèmes d'engagement, de motivation. J'ai beaucoup aimé la dernière citation sur la notion de responsabilité et de désespoir. Alors, comment est-ce qu'on remet les gens en responsabilité? Il y a beaucoup d'intelligence parmi les collaborateurs et comment est-ce qu'on arrive à libérer les intelligences au profit de la croissance de l'entreprise. Et le deuxième sujet, c'est tout ce qui va être transformation autour de la transformation écologique. Ça va bouleverser pas mal de choses, ces sujets d'écologie. Et donc, il va falloir faire bouger les choses de l'intérieur. Voilà, donc, j'accompagne les dirigeants qui s'emparent de ces sujets-là. Voilà, demain, Gaëlle, à partir de 11-15, mais il y en a plusieurs, donc on pourra bénéficier de tout. Vous nous parlerez de l'intelligence relationnelle, ça fait partie des intelligences qu'on évoque aujourd'hui. Intelligence relationnelle, gagner en puissance et créer des conditions de collaboration et de réunion efficaces. Un petit mot sur l'intelligence relationnelle. Un petit mot, alors déjà ce sera un atelier expérientiel, je veux vraiment vous faire vivre ce que c'est que l'intelligence relationnelle, et puis un deuxième mot, c'est on va aller explorer le bas de l'iceberg qui nous a été présenté. Et en un quart d'heure, on arrive à faire le point et à repartir avec des idées et à les appliquer après. Oui, bien sûr, en tout cas c'est le pari que je fais. Eh bien vous faites un bon pari, on peut applaudir Laurent Galichet et Gaëlle Bonhomme, merci à vous. Ah tiens, il va rester encore à sa place pour l'instant. On va accueillir un garçon qui est un adepte de l'aïkido. Il a appelé son agence Tenkan. Tenkan, c'est tout simplement la traduction littérale de pivoter, qui est un mouvement qui exige de la rapidité, de l'agilité et de la précision. Il s'appelle Frédéric Fougera et il va nous interpeller ce soir sur la communication. Alors, vous êtes tous comme moi, on communique tous en famille, avec des copains, au travail. Chacun a un avis.
quand on communique, mais avoir un avis n'est pas une compétence. La communication, et vous le savez, c'est avant tout un métier. Il faut comprendre ses enjeux, il faut comprendre sa valeur, il faut voir ce qu'elle apporte à une entreprise, à une marque ou à un territoire. Il ne faut plus forcément se poser la question de comment est-ce qu'on va communiquer, mais pourquoi on va communiquer. C'est le thème de cette conférence, communiquer. Est-ce réaliser des outils ou produire de l'intelligence? Frédéric Fougera, venez nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Si vous m'entendez, c'est bon. Si je m'entends, vous m'entendez. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de venir m'exprimer devant des acteurs du tourisme présents et réunis autour d'un thème central qui est celui de l'intelligence. Mais alors peut-être que certains parmi vous vont se demander qu'est-ce que je viens faire pour vous parler de communication, quel rapport avec l'intelligence ? Alors non pas que les communicants seraient des idiots, je n'ai pas dit ça, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais quel rapport avec la communication ? La communication, c'est fabriquer des affiches pour promouvoir un territoire, un musée, c'est réaliser des cartons d'invitation pour une exposition, c'est créer des pages pour les réseaux sociaux, c'est réaliser des vidéos pour promouvoir un événement. C'est bien ça la communication, on est d'accord ? Mais non. Ça, ce sont seulement des livrables. C'est pas du tout ça, la communication. Communiquer, ce n'est pas réaliser des livrables, ce n'est pas réaliser, fabriquer des outils. Communiquer, c'est produire de l'intelligence. Alors vous allez me dire, ça fait 1 minute qu'il est là, il a déjà répondu à la question. Effectivement, je n'ai pas attendu la fin des 30 minutes qui me sont imparties pour vous donner la réponse à cette question. D'ailleurs, j'aime bien procéder comme dans Colombo. La technique narrative de Colombo, c'est l'exact opposé de celle d'un film policier classique, où le suspense dure pendant toute la durée du film, et on va vous révéler qu'à la fin, l'identité du meurtrier ou du coupable. Dans Colombo, le scénario révèle au spectateur l'identité du coupable dès le début du film. Ce n'était jamais arrivé avant dans l'histoire du cinéma. Et donc le suspense ne réside pas dans l'attente de savoir qui est le coupable, mais plutôt dans l'observation de l'intelligence d'un simple inspecteur de police qui va devoir affronter les puissants d'Hollywood. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Eh bien c'est déjà parce qu'on parle d'intelligence, celle d'un simple inspecteur de police, et c'est aussi pour vous introduire la notion du pourquoi. Pourquoi en communication on ne fabrique pas des outils, mais on produit de l'intelligence. Si j'ai utilisé ce chemin pour parler du pourquoi, c'est parce qu'il n'y a pas de bonne communication possible sans capacité à répondre à pourquoi ou à pourquoi. Pourquoi, c'est la première question qu'on doit se poser en communication. Le pourquoi va vous permettre de qualifier et de valider votre intention de communication. Il faut faire une affiche. Je veux une vidéo. Faisons un communiqué de presse. Il faut être présent sur les réseaux sociaux. Peut-être. Mais pourquoi ? Pour se faire plaisir ? Pour servir un objectif ? Parfois, quand on aborde la communication, il manque juste l'essentiel, c'est-à-dire l'intention. Alors, il n'y aura pas de communication, ou au mieux, il y aura un peu de bruit médiatique, mais ce sera en gros inutile. Alors, permettez-moi pour commencer, cette deuxième introduction, de commencer par repartir par quelques fondamentaux sur la communication. D'abord, on ne naît pas communicant professionnel, pas plus qu'on est écrivain ou comptable. On naît avec certaines qualités, prédispositions, celle de l'écoute, celle de l'observation, celle de l'échange, de l'empathie, ça a été évoqué tout à l'heure, du sens politique, très important en communication. Tout cela peut se développer, pas nécessairement s'apprendre. Mais cela ne fait pas de vous des communicants professionnels. D'ailleurs, les Africains parlent de communicateurs pour distinguer les professionnels de la communication
de toute autre personne qui a évidemment des capacités à communiquer, puisque nous communiquons toute la journée les uns avec les autres. Ensuite, c'est quoi la communication? La communication, pour moi en tout cas, c'est valoriser et promouvoir. C'est notamment ce qui distingue la communication de l'information. L'information, elle est supposée être neutre, rassembler toutes les données d'un sujet pour vous permettre de le connaître, de le comprendre, de vous faire votre propre opinion. Je dis bien supposé, car les médias aujourd'hui jouent un rôle de plus en plus dangereux, si on peut dire, en portant, je pense, une énorme responsabilité sur la vision anxiogène qu'on peut avoir de la société et des uns et des autres, mais c'est un autre sujet. Donc dans notre rôle différent de l'information, celui de la communication est d'attirer l'attention sur un sujet, sur une partie d'un sujet, voire sur un angle de sujet. Il ne s'agit pas de tromper, il ne s'agit pas de mentir, j'y reviendrai. En tout cas, ce n'est pas ma vision de la communication, mais il s'agit de mettre la lumière et de faire savoir. C'est ce que j'appelle valoriser et promouvoir. La communication aujourd'hui, c'est aussi de plus en plus préserver et protéger. Là, je fais référence à l'ère de la crise, de l'immédiateté, de l'affolement de l'information et des réseaux sociaux. La communication fonctionne aujourd'hui de plus en plus en mode crise et elle doit savoir accompagner une gestion de crise pour défendre l'image, la réputation d'une marque, d'un territoire, d'un dirigeant. C'est ce que j'appelle préserver et protéger. Enfin, on ne peut pas comprendre la communication si on ne comprend pas que pour communiquer, il faut avoir une histoire à raconter. Si je n'ai pas d'histoire à raconter, ça veut dire que je n'ai rien à dire, donc je n'ai pas à communiquer. Je ne communique pas juste pour dire que j'existe, ça n'intéresse personne. Je communique pour dire que je suis différent, que je propose une expérience différente. Je communique sur ma singularité et sur ce que je vais vous proposer, sur ce qui vous intéresse, sur ce que vous n'avez jamais vu. Et là, tout d'un coup, j'ai une histoire à raconter. Et non pas parce que je parle de moi, mais parce que je m'adresse à vous. Retenez donc bien en communication, content is king. En communication, le contenu est roi. C'est pourquoi la communication est vraiment, et il faut aussi le comprendre et l'intégrer, un travail d'écriture. Même un événement passe par l'écriture, ce qui vous permettra d'ailleurs aussi d'être davantage capable de bien ou mieux le décrire pour en faire de la communication. Inutile de préciser que les mots ont un sens, c'est encore plus vrai en communication. Le choix des mots, le choix des phrases, le choix des formules, le choix du ton utilisé pour les mots qui vont être retenus, tout ceci relève bien de l'intelligence, de la langue et de sa pratique. C'est donc cela pour moi la communication, et donc en 1, le contenu est roi. En 2, sans que ça ait été préparé ensemble, ça a déjà été évoqué, l'émotion. Il n'y a pas de communication sans émotion. Il faut donc en communication être capable de faire passer une émotion. Pour me différencier de l'information, il me faut toucher le cœur et l'esprit de mes cibles. Je dois donc être capable de susciter une émotion pour amener une réaction. J'ai envie d'aller à la montagne cet hiver. Et si on découvrait les 27 régions pendant un week-end? Ce musée a l'air formidable, allons le visiter. Cette recette de Kouglof sur Instagram me donne tellement envie d'aller visiter l'Alsace. Là, il s'est passé quelque chose dans le cœur et l'esprit. Là, il s'est passé une émotion. Et on ne s'est pas contenté de dire « cette région est très belle, elle est accessible, elle a une magnifique histoire, les gens y sont très accueillants ». Là, on est dans l'information, et à peine dans l'information, on est juste dans la description, et c'est absolument insuffisant, ce n'est pas de la communication. Il faut donc démontrer les choses, les montrer, les illustrer, il faut faire ressentir des émotions pour créer de l'envie et de la désirabilité. Alors vous, les acteurs du tourisme, vous êtes bien des acteurs de l'émotion. Vous proposez bien à vos cibles la promesse de belles émotions, la promesse d'expérience. Eh bien, pour produire ces émotions, il va falloir avoir recours à de l'intelligence.
Et donc, il faut avoir une histoire à raconter et dans laquelle il y aura de l'émotion. Troisième chose, c'est probablement la promotion. Si le plus beau des récits n'arrive chez personne, alors il ne sert à rien. Donc évidemment, la promotion, elle est essentielle en communication. En anglais, on dit « no promo, no echo ». Si on ne fait pas savoir ce qu'on fait, évidemment, personne ne le saura. Et là seulement, on aborde la question des outils. Donc il y a eu beaucoup d'intelligence avant, et maintenant on aborde la question des outils. Mais la question des outils, c'est aussi une question d'intelligence. On ne réalise pas des outils parce qu'on les a déjà faits dans une action précédente, parce que ça a fonctionné à côté, parce que le voisin a fait la même chose. On fait les choses par discernement, par choix, par sélection. On va décider des bons outils, du bon support de communication à utiliser en fonction des cibles à toucher, en fonction d'un contexte. Exemple, est-ce qu'on va produire un site web en français si on veut toucher des touristes américains? Évidemment que non, puisque les Américains ne parlent pas un mot de français de façon générale. Est-ce qu'on va déployer des kakémonos dans toute une région pour y faire venir des touristes? À quoi ça servirait puisqu'ils ne sont pas là? Donc nos kakémonos ne serviront à rien. Il est quelle heure? Il est bientôt 18h. Est-ce que c'est le bon moment pour promouvoir sur les réseaux sociaux notre pays, notre région, pour faire venir des touristes japonais? Nous, c'est notre horaire de travail, mais chez eux, à Tokyo, il fait nuit. Donc ça ne servirait à rien. Donc évidemment, on est en permanence en train de devoir cogiter, réfléchir et toujours faire appel à l'intelligence. Tel que je vous le présente, ça peut vous paraître ridicule, mais en réalité, ce sont des erreurs extrêmement fréquentes en communication, extrêmement fréquentes. Notamment quand la communication n'est pas gérée par des personnes dont c'est le métier. Autre exemple d'erreur très fréquente, vous achetez via un prestataire 10 millions de vues garanties par mois pour vos contenus sur 100 sites web différents. Avez-vous vérifié si ces 100 sites web sont pertinents par rapport à vos contenus, par rapport à votre image, par rapport à votre réputation, par rapport à vos cibles? Est-ce que vous êtes d'accord, à travers ce sponsoring, de financer des sites complotistes? Ça arrive tous les jours. Est-ce que vous avez envie que votre musée, votre ville, votre offre touristique soit associée à un site pornographique? À part le musée du sexe à Amsterdam, ça peut paraître embêtant. Est-ce qu'il est utile de faire la promotion de vos contenus, de votre gastronomie locale, par exemple, sur un site d'activistes qui luttent contre la consommation de viande? Ça risque de faire mauvais effet. Là, on n'est pas dans le support, on est bien dans l'intelligence. C'est bien une question de vision, c'est bien une question de réflexion. On est toujours, en fait, dans l'intelligence. Avec ces exemples, vous comprenez donc bien que derrière le mot communication, une fonction qu'on imagine parfois pouvoir confier juste à une personne de bonne volonté, on n'aurait pas idée de confier sa comptabilité à une personne de bonne volonté, on n'aurait pas idée de faire réparer sa chaudière en panne par une personne de bonne volonté, mais parfois la communication, on la confie à une personne de bonne volonté. Vous avez bien compris que derrière ce mot de communication, il y a un vrai travail, il y a une vraie réflexion, il y a beaucoup d'expérience, beaucoup de pratique, et c'est la raison pour laquelle on doit confier ce métier toujours à des professionnels. Et pour conclure, ou presque, je voudrais reboucler la question du pourquoi. Car je souhaiterais bien vous faire retenir qu'il n'y aura jamais de bonne communication sans être capable de répondre à la question du pourquoi. Je pense que je devrais communiquer. Ok? Pourquoi? Parce que j'ai besoin de faire connaître et attirer des clients. Ok? Parce que j'organise un événement et il faut que je vende 1000, 2000, 5000 billets d'entrée. Ok. Parce que ma ville a un musée et que je dois faire venir des visiteurs tout au long de l'année. Très bien. Parce que j'organise un festival et que je dois trouver des partenaires financiers pour parrainer l'événement. D'accord. Parce que ma ville compte une dizaine d'hôtels et que je dois intéresser des journalistes étrangers pour nous promouvoir dans différents pays. Parfait. Là, à chaque fois, nous avons bien un pourquoi, donc je sais pourquoi je communique, et ça va donc m'inscrire
et convoquer tout ce que je vais devoir faire pour toucher mes cibles, pour toucher les bonnes personnes, pour communiquer dans des bons réseaux horaires. À chaque fois, j'avais bien une réponse au pourquoi. Donc je ne vais pas communiquer pour faire joli, je ne vais pas communiquer pour me faire plaisir, je ne vais pas communiquer pour faire plaisir à un dirigeant, je ne vais pas non plus communiquer pour dépenser du budget, parce que si je ne dépense pas mon budget cette année, je risque de ne plus l'avoir l'an prochain. On va bien communiquer pour être utile, pour servir des objectifs, et qui eux-mêmes servent une stratégie. Avec un pourquoi, il y a aussi un avantage, c'est qu'il y a une mesure de la performance qui est possible. Cette mesure de la performance, elle va permettre de valoriser le travail du communicant et de ceux pour qui il travaille. Ça va permettre de mesurer la qualité de la stratégie de communication. Ça va aussi permettre de corriger des erreurs, des imperfections. On apprend de ces erreurs et on peut les corriger seulement si on les mesure. En communication, quand tout ne se passe pas comme prévu, ce n'est pas nécessairement de la faute de l'équipe communication. Ça peut être une question d'intempéries climatique, ça peut être une question politique. Beaucoup d'aléas, ça peut être une question sanitaire. Beaucoup d'aléas font que vos actions de communication peuvent venir être perturbées. Mais ça implique toujours votre équipe communication, évidemment. Voilà, j'espère ne pas vous avoir trop perdu en essayant d'être très complet sur cette question en assez peu de temps. Mais retenez vraiment l'essentiel. Ne voyez pas la com ou ne pensez plus la communication comme un service support qui fabrique des outils, mais vraiment comme une fonction stratégique qui produit de l'intelligence. Si vous ne retenez qu'une chose, retenez cela. Maintenant, comme il n'a pas été prévu d'organiser des questions et d'échanges avec la salle, alors j'ai prévu quelques questions, en fait celles qui me sont posées le plus souvent. Donc je vais me poser des questions auxquelles je vais répondre sans faire celui qui est surpris. Ça permet de casser l'intervention et le monologue par des questions. Les questions qu'on me pose le plus souvent, c'est notamment, est-ce qu'un même contenu peut servir plusieurs fois? La réponse est évidemment oui, 1000 fois oui, c'est même très recommandé. On produit de l'intelligence une fois et on l'exploite au maximum sur tous les supports, dans le temps, de façon répétitive, de façon différenciée. Par exemple, à partir du moment où vous allez avoir écrit, publié un communiqué de presse, certainement que ce communiqué de presse va pouvoir être réutilisé, réexploité, quasi de façon identique, dans le contenu d'un site web. Peut-être qu'en découpant les éléments de ce communiqué de presse, ça va vous donner plein de posts pour les réseaux sociaux. Peut-être qu'en publiant tout cela, vous allez aussi pouvoir lier les différentes communications et donc augmenter votre référencement sur le web, parce que ce sera une partie sur un site web, une partie sur un blog, une partie sur les réseaux sociaux, et chacune de ces parties va revenir l'une vers l'autre. Deuxième question qu'on me pose souvent, ça touche la crise. Alors, mon travail, c'est essentiellement sur la communication de crise, donc c'est peut-être pour ça qu'on me pose beaucoup de questions sur la crise. Et par exemple, dans le tourisme, il arrive qu'on me pose, mais comment bien se préparer à une crise et donc à la communication de crise? En matière de crise, les gens pensent toujours qu'en fait, il y a une recette, il y a 5 règles à respecter et on s'en sortira formidablement bien. C'est évidemment pas du tout comme ça que ça se passe. Alors oui, la crise, elle est de plus en plus présente, elle est partout, elle est évidemment dans le tourisme, elle est notamment très présente là où il y a du public. En tout cas, c'est à partir de ce moment-là qu'elle devient très sensible. La communication de crise, c'est aussi l'exercice le plus sensible en communication, parce qu'il convoque toute l'excellence, toute l'expertise, toute l'intelligence que peut produire la communication. Dans le tourisme comme ailleurs, la crise, elle peut s'exprimer de 1000 façons différentes. Une mauvaise météo, pour ne pas dire des intempéries en pleine haute saison, et ça va donner durablement une image très dégradée à une zone touristique. Un accident durant un événement, on a évoqué un parc d'attractions, ce sont des accidents qui sont très médiatisés, et là la crise à gérer va être lourde. L'incendie d'un musée, d'un hôtel, d'une boîte de nuit, souvenez-vous des attentats dans les boîtes de nuit à Bali en 2002, une île qui ne vit que par le tourisme. Ça a dégradé très très durablement l'activité touristique en Indonésie, sur cette partie de l'Indonésie en tout cas, très dégradée en termes d'image et évidemment en financement. Donc les crises, elles peuvent venir de partout, vous ne pouvez pas vous y préparer, mais vous pouvez le faire au moins sur un angle, celui de l'opérationnel.
C'est-à-dire que quand la crise va vous tomber dessus, il est trop tard pour vous mettre à vous organiser opérationnellement. On ne peut pas se préparer à tous les risques, c'est impossible. Mais on peut se préparer à être prêt. J'entends par là, au moment où intervient une crise, toutes les parties prenantes doivent savoir ce qu'elles ont à faire. On doit savoir qui décide, qui est le patron de la crise, qui est le patron de la communication de crise. Moi, je ne recommande pas que ce soit le même. À chacun son boulot. Qui décide? Qui décide de prendre la parole? Qui décide de faire la stratégie du silence? Qui convoque les journalistes? Est-ce que vous êtes capable de convoquer vos journalistes? Si votre siège, si votre organisation a brûlé, si vous n'avez plus accès à vos ordinateurs, est-ce que vous avez des backups quelque part? Est-ce que vous avez des listes de journalistes? Est-ce que vous êtes capable de contacter les influenceurs les plus importants pour venir vous soutenir, pour venir vous accompagner dans cette communication de crise? C'est à tout ça qu'il faut penser avant. Qui est capable de prendre la parole dans une communication de crise? J'ai une petite devinette, un petit jeu à vous faire faire. Qui, dans cette salle, au lever de main, peut prétendre tenir 10 minutes au ni oui ni non? Il n'y a même pas un... C'est très honnête en même temps. Le ni oui ni non, c'est le meilleur exercice pour apprendre à prendre la parole en communication de crise. Parce qu'en communication de crise, il faut être capable de ne pas répondre à une question. Quand on prend la parole publiquement, j'entends par rapport à des journalistes en situation de communication de crise, on ne vient pas répondre à des questions, on vient répondre à un contexte. Donc on ne répond à rien a priori de ce que le journaliste vous demande, mais vous venez uniquement pour délivrer ce que vous avez à partager, ce que vous avez en urgence à communiquer. Donc vous ne venez pas, même pas répondre à quel est votre nom. C'est un des exercices pièges souvent qu'on fait dans ce genre d'exercice, c'est que on prend une personne par hasard, j'ai pas voulu le faire pour pas vous embarrasser, et on explique qu'on va faire l'exercice, et puis on demande à la personne quel est votre nom, la personne, parce qu'elle a une bonne éducation, parce qu'elle est polie, parce qu'elle est courtoise, et évidemment elle vous donne son nom. Non, en communication de crise, déjà on délivre un message, parce qu'on a très peu de temps, parce que les médias ne vont retenir que quelques secondes de votre prise de parole. Donc vous êtes obligé d'aller à l'essentiel, à l'utile, et donc il faut mettre de côté tout ce qui n'est pas indispensable, et ça, on n'y est pas préparé. La personne la plus à l'aise pour s'exprimer devant une assemblée, le tribun politique qui est très à l'aise, qui adore s'exprimer, n'est pas nécessairement un bon communicant de crise. C'est un exercice qui se travaille. Je disais en introduction, on ne n'est pas un communicant professionnel, et certainement pas un communicant de crise. Troisième question dans la salle, une question qui revient très très régulièrement, c'est quelle est la pire des erreurs à ne pas faire en communication de crise? Alors, des grosses erreurs, en réalité, il y en a beaucoup, donc c'est compliqué de les hiérarchiser. J'en ai mis 2-3 de côté. La pire des pires, peut-être. Je viens de vous dire que je ne les hiérarchisais pas, puis maintenant je vous dis la pire des pires. La pire des pires, peut-être quand même, c'est de venir alimenter la crise. J'espère qu'après cet échange avec vous, quand vous verrez des gens s'exprimer sur une crise, vous serez attentifs à cette question. Les gens viennent alimenter leur propre crise. C'est-à-dire qu'ils permettent à ce que la crise dure plus longtemps. Est-ce qu'elle dure dans le temps? Ils apportent des éléments nouveaux qui font qu'on va s'attarder sur chaque élément et sur le fait que la crise va être de plus en plus longue. Je vous donne un exemple que peut-être vous avez encore à l'esprit. Il n'y a aucune connotation politique dans ce que je dis, mais moi j'ai en mémoire, parce que ça m'a frappé directement, en 2017, le Penelope Gate. Je vous redis en 2 mots si vous ne resituez pas les choses. En 2017, élection présidentielle, la France entière, 6 mois avant l'élection présidentielle, sait qui sera le nouveau président de la République. Il s'appelle François Fillon, c'est lui qui sera président de la République. C'est écrit, tous les sondages le disent, même les adversaires politiques, personne ne croit à autre chose. C'est comme ça que l'histoire va s'écrire. Et puis intervient le Penelope Gate, sa femme qui déclare qu'elle s'ennuie parce qu'elle ne travaille pas, et donc les questions, tout ce qu'il y a derrière que vous connaissez maintenant, qu'on connaît parfaitement aujourd'hui. Deuxième conférence de presse de François Fillon, pour venir s'expliquer avec son avocat à côté de lui, mais pas sa communicante, et c'est pourtant sa communicante qui va s'en prendre plein la gueule pendant des semaines et des semaines parce que sa com est nulle, mais Sophie n'écoute que son avocat, mais là je pense que ce que je vais vous révéler, indiquer plutôt, ne vient même pas de son avocat. On lui pose une question lambda, et tout d'un coup, il dit « Ma femme et moi n'avons qu'un seul compte en banque. » Et là, je me dis, alors,
pourquoi il dit ça? Personne ne lui pose la question. Pourquoi vient-il dire « ma femme et moi n'avons qu'un seul compte en banque ». Je vous assure, je suis devant mon écran et je me pose cette question-là. Puis la deuxième chose, mais c'est bien, un seul compte en banque. On a souvent, dans un couple, il y a souvent chacun son compte et un compte commun. Juste, c'est un fonctionnement, c'est un seul compte en banque. Évidemment, dans les 24 heures, la presse révélait qu'ils avaient chacun leur compte et qu'ils avaient un compte commun. Rien d'illégal, mais tout à fait normal. Sauf qu'il est venu alimenter la crise. Il est venu introduire un mensonge, alors que personne ne lui posait la question, personne n'intervenait sur ce sujet, et c'est lui qui est venu alimenter la crise. Il est venu apporter une carte postale supplémentaire. Ça a nourri l'idée qu'il serait bien un menteur. Il l'introduit lui-même, et ça a donné plusieurs jours, plusieurs semaines sur ce sujet, après avec d'autres cascades d'impairs en matière de communication. Autre erreur ou faiblesse qui nuisent à la communication de crise, c'est le fait de ne pas être capable de gérer ses émotions. En communication, et notamment en communication de crise, il faut d'abord gérer des émotions, il faut d'abord gérer ses propres émotions. Quand vous devez imaginer, par exemple, qu'en quittant cet espace, nous allions près de la collégiale Saint-Martin et que sur la toiture, il y a une personne qui décide de se suicider et de se jeter devant nous. Nous allons avoir un léger choc, un certain traumatisme. Je ne vous décris pas les images pour ne pas polluer votre charge mentale. Nous allons vivre quelque chose d'atroce. Eh bien, que va faire l'Église, que va faire la ville pour communiquer sur ce sujet? Il va d'abord falloir qu'ils soient capables eux-mêmes de gérer leurs propres émotions, prendre le recul nécessaire pour pouvoir être factuels et pour pouvoir commencer à donner des informations justes et à partager et à communiquer. Si on n'est pas capable de gérer ses propres émotions, alors on n'est peut-être pas fait pour faire de la communication de crise. Personne n'est obligé de faire de la communication de crise. Je l'ai évoqué, je vérifie, mais large. J'ai évoqué tout à l'heure le fait de ne pas mentir. Moi, je pense qu'en communication, il ne faut jamais mentir. Alors, en communication de crise, n'en parlons pas. Alors, ne jamais mentir, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tout dire. Mais ne pas mentir parce qu'on est toujours, et aujourd'hui plus que jamais, rattrapé par nos mensonges. C'est-à-dire que c'est la seule fois où je vous dirais « OK » pour mentir, c'est parce que vous allez avoir la garantie que vous êtes le seul au monde à avoir l'information et donc il n'y a pas une seule autre personne qui pourrait venir la démentir, ce qui n'arrive en gros jamais. Donc mentir n'est pas une option. Le rôle de la communication, c'est de ne pas tout dire, c'est de mettre l'accent, c'est de mettre la lumière. Si la crise se passe ici, peut-être qu'on va mettre la lumière à côté. Ne jamais mentir. Je ne vais pas m'empêcher de vous raconter une autre petite anecdote sur un mensonge public qui a fait grand bruit. Je sers souvent cette anecdote à mes étudiants. On a parlé du Penelope Gate. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Monica Gate. Là, ça date de 1998. Le président des États-Unis, Bill Clinton, est pris dans une tourmente. Il serait accusé d'avoir une relation sexuelle avec une stagiaire de la Maison-Blanche. C'est facile de commenter et de dire, voir ce qui a été fait et d'imaginer ce qu'il aurait fallu faire. Mais j'aurais pas aimé être à la place des communicants. Quel a été le choix des communicants de la Maison-Blanche à ce moment-là? Ça a été de mettre un terme immédiat à cette rumeur. Ce n'est pas possible, il ne la connaît même pas. C'est très crédible, c'est absolument crédible. Le président des États-Unis ne connaît pas toutes les stagiaires de la Maison-Blanche, c'est crédible. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à cette époque. Pourquoi ce choix? Parce qu'il fallait absolument éviter que dans l'imaginaire collectif, on commence à imaginer le président des États-Unis avec son pantalon baissé et de penser à une stagiaire qui soit à quatre pattes sous la table ou je ne sais où. Il fallait absolument éviter ces images mentales. Donc il fallait évacuer le sujet. Il fallait ni le justifier, ni le temporiser. Il fallait l'évacuer. Mais c'était un mensonge, ou a priori un mensonge. Parce que dans les 24-48 heures qui ont suivi, c'est un peu plus long, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Un grand quotidien américain a sorti une photo du président Clinton et de Monica Lewinsky qui étaient à un pot à la Maison-Blanche et qui faisaient une photo ensemble. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont eu une relation sexuelle? On n'en sait rien. Mais il y a eu mensonge. Mensonge aux États-Unis, ça ne pardonne pas. Donc le mensonge, ce n'est vraiment pas une option. 48 heures pour retrouver une photo bras dessous avec une stagiaire en 98, quelques secondes aujourd'hui pour trouver une photo, voire l'intelligence artificielle va vous fabriquer une fausse photo et ça sera
un nouveau problème et une nouvelle crise à gérer dans la crise. Encore 2 questions et j'ai encore 5 minutes, donc je suis large. Une erreur qu'il ne faut pas commettre en communication de crise, et je pense que dans le secteur du tourisme, ça doit vous toucher, c'est le fait de confondre la vitesse et la précipitation. La communication aujourd'hui, notamment la communication de crise, elle exige beaucoup de réactivité. On ne peut pas se permettre d'attendre, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps d'étudier, on n'a pas le temps d'analyser, mais pourtant on a besoin quand même de temps, parce que si on se précipite, on va droit à la catastrophe, ou en tout cas on risque d'être incomplet, d'être injuste, d'être incorrect, et donc on risque de venir alimenter la crise, au moins par erreur. Donc le communicant, dans ce genre de situation, il doit gagner du temps, il doit à tout prix gagner du temps. Il doit gagner du temps parce qu'il a besoin de comprendre la crise. Moi, quand la crise, elle me tombe dessus, je ne connais pas le sujet, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des victimes? Qui sont ces gens? Que s'est-il passé? Pourquoi ça s'est passé? On a besoin de temps pour comprendre. On n'est pas forcément sur place, on n'a pas forcément les bons interlocuteurs. S'il y a besoin d'expertise technique, scientifique, on n'a pas forcément toutes ces personnes autour de soi. On a besoin de comprendre les enjeux, on a besoin de comprendre les responsabilités. Je ne dis pas qu'on va afficher les responsabilités tout de suite, mais on a besoin de temps pour comprendre. On va avoir besoin de temps pour écrire un récit, pour écrire des éléments de langage, pour définir une stratégie de communication. Tout ça prend du temps. Il est de bonne volonté, elle est de bonne volonté, la nana de la com, ça va être elle. Non, on a besoin de quelqu'un de professionnel pour faire ce travail. Et on a notamment, à partir du moment où la crise va être médiatisée, on va avoir besoin de temps pour mettre un peu à l'écart les journalistes. Si vous avez une crise à gérer, n'invitez pas les journalistes à une conférence de presse en visio. Non, faites-les déplacer quelque part. Pendant le temps que les journalistes vont prendre pour se déplacer quelque part, vous avez du temps pour travailler. Si vous les laissez derrière votre ordinateur à attendre la connexion, eux, ils ont aussi le même temps pour chercher et souvent, malheureusement, ils trouvent plus vite que nous. C'est comme ça. Une fois qu'ils seront bloqués dans une salle de presse, vous pourrez peut-être encore gagner 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, peut-être. En tout cas, vous avez du temps et vous gagnez ce temps qui est extrêmement précieux en situation de crise. Donc vraiment, oui à la réactivité, il n'y a pas d'autre choix. L'instantanéité des réseaux sociaux, les chaînes d'information continues. Moi, quand j'ai commencé à travailler en communication, il y avait 2 JT par jour. Il y avait 13h, il y avait 20h, puis il y avait celui de la nuit. Aujourd'hui, il y en a 48, toutes les 30 minutes. Alors, les rythmes sont différents. L'analyse aussi, malheureusement, elle est très différente. Donc vraiment, ne pas confondre vitesse et précipitation. Et la dernière erreur que je voudrais partager avec vous, parce que dans le tourisme, il y a de l'humain, et quand il y a de l'humain, il y a des risques de victimes, il y a des risques d'accidents. Et en communication de crise, il y a peut-être une erreur aussi à ne jamais faire, c'est risquer de passer pour un salaud. Préférez toujours paraître responsable que de passer pour un salaud. À partir du moment où il y a des victimes, à partir du moment où il y a de l'humain, l'urgence n'est pas dans l'expertise technique, dans l'expertise juridique. L'urgence, elle est sur l'humain, elle est sur l'empathie, elle est sur l'accompagnement de l'humain, l'accompagnement des victimes, l'accompagnement des familles. Montrez au public que vous êtes vous-même un humain et que la seule chose qui compte, en espérant que ce soit vrai, mais même si ce n'est pas vrai, forcez-vous, c'est l'humain qui compte. Est-ce que vous êtes responsable ou pas? Ce n'est pas la priorité. Vous ne pouvez pas vous présenter devant une assemblée et vous dire il y a eu 4 morts, mais nous ne sommes pas responsables parce que toutes les mesures de sécurité ont été respectées. Ça, ce n'est pas entendable. Vous serez des purs salauds et ça sera très difficile de remonter et de revenir sur une meilleure image. Alors que paraître un temps coupable, c'est moche, surtout si vous ne l'êtes pas, mais il sera plus facile de reconstruire votre image. Donc vraiment, ne prenez jamais le risque de passer pour des salauds, si, quoi qu'il arrive. Et c'est étonnant parce que j'étais à ma 5e question, mais pas du tout. Je vais donc raccourcir. Alors, il me reste 2 questions, laquelle je vais choisir. Je n'ai pas beaucoup de moyens, comment faire pour être sur tous les fronts et sur tous les réseaux sociaux, ou quelle est la première action de com en cas de crise? La première? J'ai pas beaucoup de moyens, comment faire pour être de front sur tous les réseaux sociaux? Bon, c'est dommage, l'autre a été pas mal non plus. Il est rarement pertinent d'être sur tous les réseaux sociaux. Première chose, est-ce que vous avez besoin d'être partout? Certainement pas. Est-ce que vous avez les moyens d'être partout? Peut-être pas. Est-ce que vous avez le temps, les ressources d'être partout? Certainement pas.
Donc la priorité, c'est la qualité, ce n'est pas la quantité. Soyez là où il est pertinent d'être, soyez là où vous avez le temps de bien faire les choses. Mieux vaut faire bien que chercher à tout faire et le faire mal, parce que vous ferez en gros à peu près tout mal. Faites bien le minimum nécessaire, mais privilégiez toujours la qualité. Ça, c'est vraiment la seule chose que je puisse vous recommander. Donc j'abrège. Non, je vais quand même vous donner l'autre réponse. C'est la première chose à faire en matière de communication de crise. C'est quand même hyper important. Je ne vais pas vous raconter d'histoire, mais je vais vous donner. Il faut nommer la crise. La crise aura obligatoirement un nom à partir du moment où elle va être médiatisée. Si ce n'est pas vous qui donnez le nom, ce sont au mieux des journalistes qui vont évoquer le sujet, mais peut-être aussi des détracteurs, des gens qui n'ont pas intérêt à ce que les choses se passent bien pour vous. Donc il vous appartient à vous de nommer la crise. C'est un travail, ça c'est un vrai travail d'intelligence, c'est un travail très important. Si vous nommez votre crise, vous commencez, vous prenez la main sur la communication. Si vous laissez les autres nommer la crise, vous commencez à perdre la maîtrise de votre communication. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de nommer la crise. Voilà. Alors moi je suis un peu paumé, comme vous pouvez l'imaginer. Maintenant, vous le savez, la communication, ce n'est pas fabriquer des outils, c'était la seule chose que je voulais vous faire entrer dans le crâne, c'est bien produire de l'intelligence, c'est de l'intelligence relationnelle, de l'intelligence logistique, linguistique, stratégique. C'est essentiel de le comprendre, car la nuance est loin d'être un détail. Et comme le dit l'inspecteur Colombo, c'est fou ce qu'un détail peut avoir son importance quand on s'y attache. Voilà, c'est fini pour moi. Frédéric Fougera, merci beaucoup. Je vais vous libérer dans vraiment quelques instants en préparant ce focus tourisme. On a regardé sur les intelligences. Demain, on parlera beaucoup d'intelligence artificielle. Et on s'est dit, tiens, il y a Frédéric Fougera qui est là. Et si on s'amusait à faire une musique? Donc on a pris le thème qui était la communication, ce ne sont pas que des outils, il vient de le redire à l'instant, et j'ai rajouté tourisme, destination, préservée. Et là je suis allé sur Suno, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le ChatGPT de la musique que je ne connaissais pas, et j'ai dit voilà, avec la communication, ce ne sont pas que des outils, avec préservé, fais-moi une chanson tourisme. J'ai fait Enter, ça a pris à peu près 7 secondes pour qu'il me propose 10 chansons. Pour vous dire combien ça va vite. Et donc on va en écouter la première. On pouvait choisir, hein, la voix Céline Dion, alors on a pris rap. Est-ce qu'on est prêt Thierry? On met le son et on envoie. Le tourisme de demain, ça commence ici. Une stratégie claire pour réussir. Des hôtels éco-friendly, une plage préservée, respect de la nature, la bonne idée. La communication, c'est bien plus que ça. Ce ne sont pas seulement des outils, c'est produire de l'intelligence, faire réfléchir sur le développement touristique, l'avenir. Destinations éco-friendly, une vision, préserver notre planète, notre mission, un respectueux. Donc voilà ce que ça donne. Alors ça ne fera pas le top 50 non plus, on est bien d'accord. Mais voilà un premier outil qui nous permet de créer peut-être une chanson un jour dans son resort, pour un croisiériste, pour une entreprise de transport, pour un département ou un territoire. Et là on s'est dit ok, c'est un peu les vacances bientôt, donc on est retourné sur Suno, on lui a dit on garde le même texte, mais mettez-nous un tout petit peu de soleil, si on peut le faire en reggae, ça pourrait être sympa et ça donne ça. Le tourisme de demain, ça commence ici. Une stratégie claire pour réussir. Des hôtels éco-friendly, une plage préservée, respect de la nature, la bonne idée. La communication, c'est bien plus que ça. Ce ne sont pas seulement des outils,
produire de l'intelligence, faire réfléchir sur le développement touristique. Voilà Frédéric, on a singé un petit peu le contenu de ton intervention. Voilà, mais c'est pour dire que l'intelligence aujourd'hui artificielle, c'est juste un outil, quoi. Ça sert pas plus que ça sert pas, c'est pas ça qui va faire votre travail, mais c'est quelque chose qui peut vous permettre comme ça d'avoir des pistes, et on en parlera d'ailleurs demain. Vous avez préféré quelle version? Le reggae? Le reggae aussi? Oh, tu nous remets un peu de reggae? Non, je blague. Allez, je vais surtout vous donner le programme de demain qu'on va découvrir en images. On se retrouve... on commence par la soirée de gala. Allez, restons là-dessus. Soirée de gala, c'est ce soir, 20h, dans le cloître du musée. L'accueil, ça va se faire par la porte principale, par l'entrée principale du musée. Une info pour celles et ceux qui viennent en voiture. Le parking de la mairie, si vous l'avez mis... C'est mieux comme ça avec le son. Hein. Le parking de la mairie, ça ferme à 21h. Hein. Et ça rouvre à 7h. Hein. Voilà. Ça veut dire que si vous mettez votre voiture au parking de la mairie, vous dormez à Colmar. Hein. En gros, ça veut dire ça, donc faites attention. Et demain, à partir de 8h30, petit café ensemble au Pomarium. Et on démarrera une matinée autour des intelligences. Et ce sera passionnant. Donc rendez-vous ce soir pour celles et ceux dans cette grande soirée de gala. Bonne soirée à tous et à demain 9h. Salut!